Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui c'est un épisode spécial, important, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait ce soir on se voit. Ce soir je fais un live à 20h sur ma page Facebook. Donc on est le 8 octobre 2019 pour ceux qui écouteront cet épisode plus tard. Le 8 octobre 2019, je fais un live sur ma page Facebook à 20h pour présenter mon offre, le Cercle des écrivains de demain, que je lance à l'occasion de la préparation du NaNoWriMo, qui est un challenge d'écriture qui propose d'écrire 50 000 mots pendant le mois de novembre. Et en fait, ça fait longtemps que cette offre, elle est potentiellement sortable. Mais là, je sais pas, j'ai senti on m'a aussi beaucoup poussé aux fesses, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose avec le NaNoWriMo qu'il fallait pas que je loupe parce que le NaNoWriMo, c'est un challenge qui me fait de l'œil depuis de nombreuses années, mais que j'ai jamais réussi à aller faire parce que, voilà, j'avais plein de blocages, plein de craintes, plein de peurs, et si c'était pas pour moi? Et si les autres me trouvaient ridicule? Est-ce qu'il y a vraiment une communauté? Comment on trouve la communauté? J'ai pas envie de faire ça toute seule. J'ai peur de pas réussir. J'ai pas envie de... Voilà, Est-ce que je peux lancer un projet exprès pour ça? Est-ce que je peux continuer un projet exprès pour ça? Est-ce que c'est vraiment la solution adaptée pour me remettre à l'écriture, moi qui n'ai pas le temps dans ma vie de faire de l'écriture? Enfin voilà. Tout ce genre de blocage, et je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, à être attirée par le côté fête, parce que du coup le NaNoWriMo, ça apparaît vraiment comme une fête, et moi la plupart des gens que je suis sur internet le font. Les booktubeuses le font. Les rédactrices du journal, du magazine mademoiselle.com le font. Il y a plein de gens en fait dans ce que je consomme comme activité culturelle sur internet, plein de gens qui le font, et je me sentais vraiment mais vraiment la meuf paumée quoi. Comment ça se fait que tous les autres arrivent à le faire? Comment ça se fait que les gens parlent de la communauté du NaNoWriMo comme si c'était quelque chose de hyper normal et facile, alors que moi j'y arrive pas quoi. J'arrive même pas à aller dans Google taper NaNoWriMo France quoi, ou un truc comme ça. Pourquoi pourquoi les filles elles mettent pas des liens vers la communauté du NaNoWriMo comme ça de manière facile? Pourquoi c'est on se retrouve sur la communauté et que toi t'es là genre mais c'est quoi la communauté et tout, enfin voilà. Donc je me suis dit que le Cercle des écrivains de demain répond en fait exactement à cette sensation que j'avais et que j'ai toujours face au NaNoWriMo, cette sensation d'être complètement perdue, de voir quels seraient les éléments qui m'intéressent là-dedans, mais d'être complètement paumée dans ma démarche et d'avoir besoin d'une forme d'accompagnement collectif. Et surtout d'avoir une figure qui te dit voilà l'entrée du terrier c'est là, voilà ici, là tu vas là et là c'est fait. Donc j'ai décidé que le lapin blanc du Cercle des écrivains de demain ce serait moi, et je le lance à l'occasion du mouvement que j'ai appelé les paumés du NaNoWriMo, où là en fait mon offre pendant tout le mois d'octobre c'est la préparation ensemble au NaNoWriMo. En fait ce qui est intéressant, ce qui me plaît à mettre en place là, c'est comment est-ce qu'on va faire du personnalisé, du personnalisable dans un événement qui à la base est quand même très individuel, parce que l'écriture, il n'y a rien à faire, c'est une pratique qui est très individuelle dans son essence quoi. Après bien sûr on peut écrire des bouquins à quatre mains, ça d'ailleurs je trouve ça trop cool, enfin bref, c'est un autre sujet, mais ouais. Et
comment est-ce qu'on fait un sentiment de communauté pour une activité qui à la base paraît si solitaire, et comment est-ce que les gens qui sont comme moi, les paumés du nano, peuvent se retrouver dans quelque chose, en fait, dans un endroit qui justement leur apporte en fait le déclic pour se lancer dans le nano. Parce que pour moi, les personnes qui ont du mal avec le NaNoWriMo, ce sont les personnes qui soit ont trop de blocage émotionnel dans le fait de faire le challenge, dans ce qu'il y a autour du challenge. Donc moi, par exemple, mon blocage émotionnel par rapport au NaNoWriMo, c'était, je vous l'ai dit, c'était... en gros, je sais pas m'insérer dans la communauté. Mais je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont des blocages émotionnels avec le nano de l'ordre du... est-ce que je suis légitime à dire que je fais le nano alors que je commence pas un projet exprès? Est-ce que je suis légitime à faire le nano si je ne vise pas les 50 000 mots de toute façon, quoi qu'il arrive? Enfin, vous voyez ce genre de blocage. Et la deuxième chose qui, à mon avis, fait que les gens ne font pas le nano alors qu'ils en ont envie, c'est que c'est très attrayant. Un challenge d'écriture, c'est très attrayant, et on voit à peu près tous ce que ça peut nous apporter, enfin je pense, ou en tout cas on développera ça ce soir dans le live. Mais le problème, c'est que le NaNoWriMo, ça te donne l'objectif et ça te donne la durée. Et dans le live, j'avais prévu de vous parler de un bouquin que vous savez un bouquin que j'ai lu au tout début où j'ai commencé à faire ce podcast et duquel j'ai pas mal parlé, l'autoportrait de l'écrivain coureur de fond de Haruki Murakami. Je me trompe toujours dans les mots, c'est écrivain ou coureur, écrivain ou auteur, et coureur de fond, ça, ou je sais plus, c'est autre chose, enfin bref. Et en fait, ce bouquin, je pense que tout le monde ne va pas trouver dans ce bouquin les réponses qu'il cherche. Mais moi, en fait, m'inviter à faire dans ma tête la comparaison entre l'écriture et le marathon, je trouve que ça m'a évoqué énormément de choses, ça m'a évoqué plein de théories, plein de manières de faire des analogies et tout, enfin bref. Et le challenge, en gros, le challenge d'écriture du NaNoWriMo, c'est comme le marathon pour Haruki Murakami. C'est-à-dire que le marathon, c'est le moment collectif où tu viens tester la manière dont tu avances dans les objectifs primordiaux qui font que tu cours. Parce que si vous voulez, le marathon, le challenge, c'est pas l'objectif de votre pratique. C'est à vous de déterminer quel est le pourquoi de votre pratique, en fait, le pourquoi je fais ça. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous courez? Au-delà de faire des marathons, au-delà de faire... Qu'est-ce que ça vous apporte de faire un marathon sur votre objectif de la course? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire un challenge d'écriture sur votre objectif de votre rapport avec l'écriture? Voilà. Et en fait, le problème du NaNoWriMo, c'est que ça vous donne l'objectif, donc les 42 km, les 50 000 mots, et ça vous donne aussi le sas de départ. Parce que, je sais pas si vous savez, mais dans un marathon, en fait, tu te places dans des sas de départ selon le temps que tu estimes mettre à courir les 42 km. Et là, en fait, on n'a qu'un seul sas de départ pour le NaNoWriMo, c'est le mois novembre. Et voici la raison pour laquelle j'aurais dû appeler mon mouvement les hackers du NaNoWriMo, mais pas les paumés du NaNoWriMo. C'est que nous, en fait, on va prendre le sas de départ, qui est le sas d'un mois, et on va se faire un challenge qui correspond à ce qu'on est capable de courir pendant un mois. Voilà. Mais ça, je vous explique ça plus profondément ce soir dans le live.
avec tout le déroulé, parce que du coup je me suis fait un espèce de plan pour le live où je vais vous parler de ça, du challenge du NaNoWriMo. Après je vous parle de pourquoi on fait des challenges. Après je vous parle de du coup définir son pourquoi. J'ai la voix qui part en freestyle, j'espère que ça va aller. Donc définir son pourquoi, et après une fois qu'on a défini son pourquoi, j'ai identifié 2 éléments qui vont nous permettre de se créer un challenge personnifié. Ouais. Et voilà. Et c'est en fait pendant le mois d'octobre, c'est exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ce soir, je vous raconte le pourquoi. Enfin, en gros, je vous donne la théorie ce soir. Et pendant le mois d'octobre, les 2 prochains webinaires que je ferai uniquement avec les membres du cercle, ce sera des webinaires sur le comment. Le comment on fait ça. Comment vous définissez votre pourquoi, comment vous définissez votre sas de départ, comment vous définissez, etc. Donc je pense que vous devez bien vous imaginer que ça me prend énormément d'espace mental, ce lancement d'offre, parce que à la base j'avais pas l'intention de la lancer maintenant, et ça m'est tombé un peu dessus. En fait j'ai l'impression c'est comme si j'avais ma deadline qui était tombée, mais genre qui était beaucoup plus proche que ce que je pensais, et du coup je suis obligée de faire avec ce que j'ai, mais c'est bien parce que ça me permet parce que moi ma manière de procrastiner, c'est de me dire que j'en fais pas assez. Et de dire par exemple, je lancerai le cercle des écrivains de demain quand j'aurai fait 10 exercices que j'aurai publiés sur la plateforme, ou alors quand mon Discord sera parfait, ou quand j'aurai tourné 10 vidéos, ou quand j'aurai lu tel bouquin pour être capable d'apporter telle théorie. Enfin, vous voyez quoi. Mais là non, c'est maintenant, et c'est tout. Et tu te démerdes. Et tu vas parler avec tes tripes. Ce soir, je vais me baser sur Haruki Murakami, parce que je vois l'analogie et que ça m'intéresse énormément de vous faire cette analogie. Mais en vrai, ce soir, je vais vous parler avec mes tripes et avec ma conception de la chose. Et c'est quelque chose qui me terrifie profondément, parce que on m'a beaucoup tapé sur la tête. Enfin, pas au sens littéral du terme, mais on m'a beaucoup tapé dessus parce que je parlais avec mes tripes, et je parle de mes études. Parce que du coup j'ai fait des études de lettres, voilà, des études de lettres classiques, et des études master professionnel métier du livre, où on a fait beaucoup de sociologie, et que ce soit dans les matières littéraires où il faut faire des analyses, ou dans les matières, la sociologie, où il faut faire de l'analyse de discours, en fait, à chaque fois, je me suis fait taper dessus parce que je parlais avec mes tripes, mais pas avec les théories de grands penseurs. En fait, j'établissais mes propres théories, ou alors je parlais sur un registre émotionnel, je pense. Je pense que c'est ça qui leur déplaisait le plus. Mais voilà, enfin bref. Et en fait, dans ma vie, on m'a beaucoup dit en gros, que j'étais une bonne collectrice de données, que j'étais bien capable de récolter des données, de comprendre ce qui était intéressant, de pointer du doigt les choses, machin et tout, mais que par contre j'avais un esprit d'analyse tout pourri, mais alors vraiment tout pourri, parce que du coup je savais pas invoquer des grandes théories, que j'étais trop proche de ce que les personnes disaient, et que je prenais pas assez de distance, ou que, enfin voilà, que j'avais pas des arguments, que mes argumentaires étaient pas assez solides parce qu'ils n'étaient pas validés par tel concept, avec un tel concept qui avait un terme très précis, et que tu pouvais pas juste décrire le concept en disant mais oui, vous savez, c'est ce concept qui fait ça. Non, il fallait dire que c'était j'ai retenu aucun nom de concept. Je suis en train d'en chercher un pour voir comment je vous dis un nom de concept, mais j'en ai pas, j'ai retenu aucun nom de concept, parce que je vous avoue très franchement, j'en ai rien à foutre de comment ça s'appelle ton concept. Par exemple,
il y a, par exemple, voilà, un concept qui m'a énormément marqué pendant mes études. J'ai lu Lector in Fabula de Umberto Eco. Et ce que j'ai retenu, en gros, c'est que Umberto Eco, il te dit que l'auteur, il est à l'origine de 50% de l'œuvre, et le lecteur à 1000% du reste. En fait, cette idée que l'auteur écrit son œuvre pour son lecteur idéal, et que donc il construit son œuvre par rapport à ses horizons d'auteur, ses horizons d'attente d'auteur, mais que derrière, le lecteur qui rencontre l'œuvre, il a ses horizons d'attente, il a son modèle d'interprétation, il a ce qui fait de lui un humain, en fait, voilà, ce qui fait de lui un récepteur. Et en fait, la manière dont on lit les bouquins, pour Umberto Eco, on les réécrit à notre sauce, parce que en fait, on prend ce qu'on a envie de prendre dans le bouquin, on réinterprète ce qu'on a envie d'interpréter, et c'est pour ça que des fois, par exemple, vous avez une conversation avec quelqu'un, et vous lui dites « Ah, tu te souviens ce passage dans Harry Potter où il y a... je sais pas... oui, Fred... attention, énorme spoiler sur la fin d'Harry Potter, n'écoutez pas si vous n'avez pas lu. Oui, la page d'avant, Fred il est en vie, et la page d'après, Fred il meurt. Et que là vous avez la personne en face qui vous dit « Mais non, c'est hyper bien écrit, c'est pas aussi soudain que ce que tu dis, n'importe quoi et tout. » Voilà, en fait c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a ce genre de conversation dans la vie. Mais je me souviens pas du tout de ce personnage, mais de quoi tu parles ? Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il a décrit ça, mais n'importe quoi, enfin, non, je m'en souviens pas du tout comme ça, enfin, vous voyez ? Et c'est exactement pour ça, c'est parce que l'œuvre que le Harry Potter que vous avez écrit en le lisant n'est pas le même que le Harry Potter que votre pote a lu, voilà. Et voilà, et vous voyez, donc ce concept, ça m'a énormément marqué, énormément touché. C'est un truc que je porte avec moi toute ma vie, mais j'en ai aucune foutrement idée de comment Umberto Eco il a appelé ça. Je m'en fous en fait, enfin je veux dire, j'en sais rien. Et voilà, et donc ça, j'essaie de me souvenir pourquoi je vous parle de ça. Mais il me semble que c'était pour vous dire que je suis terrifiée parce que voilà, j'ai l'impression, en fait, je me suis créé un ego où je suis quelqu'un qui a zéro capacité d'analyse et qui est juste une éponge qui avale des trucs, mais qui est pas capable de les ressortir avec intelligence. Et en fait, je suis terrorisée de ne pas apporter aux gens ça, ce que j'ai retenu de Umberto Eco là, et que je vais retenir toute ma vie, et qui m'a touchée, et qui m'a parlé. Et c'est pareil quand j'avais lu un bouquin de Prop qui s'appelle L'analyse des contes de fées là. En fait, ces bouquins, enfin, ce que j'ai retenu, mais que je me souviens pas comment ça s'appelle, ou que je pourrais pas réutiliser dans une belle dissertation, moi je me dis, enfin, je veux dire, à la fois je me dis, purée, vu comment je me suis fait taper dessus, ça veut dire que je rends pas assez hommage aux gens qui ont écrit ça et que je trahis leur mémoire. Un peu comme si je trahissais leur droit d'auteur, quoi. Et à côté de ça, je me dis, mais purée, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que si je parle de choses que j'essaye de transformer en théorie, mais que j'y donne pas un nom, et que j'en fais pas un concept qu'on peut utiliser dans les dissertations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'apporte rien. Ça veut dire que ce que je dis, c'est du vent. Et voilà. Et du coup, ma grande crainte, ce serait de dire du vent. Et que ça n'apporte rien aux gens. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je fais ce live ce soir, et la raison pour laquelle je fais le cercle des écrivains de demain, c'est vraiment parce que je ne me retrouve pas dans les méthodologies qui existent pour devenir un bon petit écrivain. Je ne me retrouve pas dans le schéma. Classique du t'écris un truc tout seul dans ton coin, et après tu l'envoies à un éditeur en espérant qu'il te lise. Et si lui il te lit et que ça va, ok, peut-être tu vas pouvoir rencontrer ton public. Enfin, vous voyez, je me retrouve pas dans le schéma classique du livre, de l'écriture, et puis du coup même des études, et du coup même enfin vous voyez, je me retrouve dans aucun schéma classique. Et j'ai envie de créer 1000 schémas pour tous ces gens qui ne rentrent pas dans les schémas classiques. J'ai envie de créer, en fait j'ai envie
je vous en parlerai très bientôt parce que c'est hyper important pour moi, mais je vous en ai déjà parlé en fait dans ce podcast vous savez, les 3 types d'écrivains, les 3 types d'auteurs, d'autrices, n'importe, les 3 types. Et ben, en fait, c'est hyper... Enfin, aujourd'hui, le monde est fait pour les auteurs qui se retrouvent dans le schéma de l'auteur architecte, et encore, parce que moi, je suis persuadée que personne ne se retrouve dans le schéma classique qui existe de voici comment il faut faire pour écrire un bon bouquin, enfin bref. Je pense que il y a 1000 méthodologies à écrire pour les 1000 manières d'écrire qui existent, pour les 1000 types d'auteurs qui existent, etc., etc., etc. Et en fait, mon ambition, c'est vraiment ça, en fait. Là, le cercle des écrivains de demain, pour moi, c'est « Salut !» Tu as besoin d'un accompagnement pour comprendre comment tu te construis en tant qu'écrivain, parce que du coup, à partir du moment où vous êtes dans le cercle des écrivains, on arrête de dire qu'on est comptable, qu'on est je suis une petite salariée dans une association, je travaille dans la culture, c'est déjà bien et tout. Non, on est des écrivains de demain, et ensemble, on va définir ce que, professionnellement parlant, ça veut dire être écrivain de demain. Et même si vous n'avez pas envie de publier un bouquin, parce que l'écrivain de demain, c'est pas quelqu'un forcément qui publie des bouquins dans le schéma classique du livre, c'est même pas forcément quelqu'un qui a envie de publier un bouquin tout court, peut-être qu'il a juste envie d'écrire pour lui, mais j'en ai rien à faire en fait, parce que pour moi, si vous êtes capable d'avoir un projet d'écriture et de le mener de A à Z, vous êtes un putain de professionnel. C'est tout. C'est tout. C'est tout et je m'arrête là, d'ailleurs. Ouais, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait trop du bien de faire cet épisode parce que je le fais là, il est 11h30. Donc mon live est dans 8h30, un truc comme ça, enfin bref. Et ça m'a fait trop bien de faire cet épisode parce que vous m'avez vraiment aidé là à parler, à canaliser des pensées. J'arrive pas à faire des flots de pensées par écrit. Et là, vous avez été mon flot de pensée oral. Et merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de faire ce flot de pensée. Et pour tous ceux qui viendront me voir ce soir, merci de venir m'écouter et de venir me prouver que je ne raconte pas du vent. Et si j'ai évoqué une seule émotion chez vous qui vous permet de créer quelque chose, bah j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné ma bataille, quoi. Donc, si vous ressentez des émotions en m'écoutant, merci beaucoup. À la prochaine. Allez, salut.